fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Comme vous l'aurez certainement soupçonné, nous sommes ici ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba à la faveur de la 3e édition du Salon des médias. Édition placée sous le sceau de la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Dans ce numéro spécial, il sera question de cette visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye ici à Bamako et à Ouagadougou. C'était ce jeudi. Il sera également question de ce mémorandum très commenté du M5 RFP, mémorandum qui a envoyé déjà son signataire à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Voici les principales thématiques qui seront débattues ce samedi au cours de cette édition spéciale enregistrée à la faveur de cette 3e édition du Salon des médias du Mali. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants de ces 2 thématiques. Nous avons invité pour vous 4 panélistes. Le premier, Docteur Mamoudou Touré, il est spécialiste en sciences politiques. Docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Barou, merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et nous souhaitons bon vent à l'édition actuelle des médias. Merci. Deuxième invité, un habitué du plateau Regard croisé, M. Chakmar Soumano. Il est coordinateur du baromètre et également président de l'organisation des jeunes patrons du Mali qui a visiblement oublié de porter une cravate. Bonsoir Barou, bonsoir à nos débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora. D'abord, je félicite les organisateurs du salon pour la réussite de l'événement. C'est une belle initiative, surtout que ça a été ouvert à l'Afrique. Et également, je n'ai pas oublié de porter ma cravate, mais je veux juste mettre en valeur la culture malienne. Voilà, c'est la raison. Troisième invité Modi Tchebo, il est du parti. Merci d'être là. Merci Barou, merci de l'invitation. Bonsoir à mes co-débatteurs, aux téléspectateurs et téléspectateurs de Nouveau pour les organisateurs de ce salon qui est vraiment une réussite. Quatrième invité, M. Mamadou Dia, il est le secrétaire général du mouvement politique, un mouvement qui soutient la transition, mouvement dénommé Katana. Dia, d'être là. Merci à vous, M. Sivé. Je salue d'abord mes co-débatteurs sur ce plateau. Nous saluons au passage les organisateurs de l'édition du Salon des médias et saluons aussi bien entendu tous les acteurs et professionnels des médias. Alors donc on est très ravis de participer à cette présente édition et dont nous souhaitons vraiment la perpétuation. Donc en vous remerciant vous aussi et tout le beau public qui nous assiste. Donc merci et bonsoir à tout le monde. Et nous faisons au passage un clin d'œil à tous nos confrères d'autres pays, sinon de la sous-région qui ont fait le déplacement pour participer pleinement à cette 3e édition du Salon des médias. Je fais en l'occurrence allusion à notre confrère Mohamed Ali Condé de la Guinée. Clin d'œil à lui et à l'ensemble du peuple guinéen. En tout cas, merci à tous ces confrères qui ont bien voulu participer à cette 3e édition du Salon des médias. Comme nous l'annoncions, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a séjourné ce jeudi ici à Bamako et à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié. Déjà commentaire Touré, alors que le Premier ministre Ousmane Sonko qui
qui était annoncé par une certaine rumeur publique. C'est finalement Diomaye Faye qui a visité, qui a effectué cette visite en personne. Déjà, commentaire sur la symbolique et ces changements de ton, si on peut l'appeler ainsi. S'agissant, merci Barou, pour la visite du président sénégalais au Mali. Ce qu'on peut en retenir comme message, c'est une visite hautement stratégique, politique et communicationnelle. Parce qu'au départ, c'était le Premier ministre qui était annoncé. Or, il avait rendu visite aux autres pays en personne. Donc, il fallait qu'il vienne au Mali, parce qu'on sait historiquement, il partage certaines ambitions souverainistes avec le Mali et l'AES. Donc, cette visite, pour moi, a été l'occasion pour lui de se racheter et d'éclaircir un peu l'opinion nationale et internationale sur les questions de la CEDEAO. Et aussi d'éclaircir la position du Sénégal par rapport à l'AES. Au-delà de tout ça, cette visite aura pour conséquence directe la redynamisation de la coopération entre le Mali et le Sénégal. Vous savez qu'avec l'ancien président, les relations étaient catégoriquement molles, pour ne pas dire à un stade stagnant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir on va aussi commenter le discours, hein, les différents discours. Le discours qu'il a tenu, il a tenu deux discours. Oui. À son inverse, il avait dit qu'il va faire tout pour ramener le Mali. Arrivé au Mali, il dit que ce n'est pas possible parce qu'il a compris que la position malienne a été une position qui n'est pas inflexible mais tangible. Il a compris que le Mali ne peut pas retourner encore à la CEDEAO. Si vous avez suivi, il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de drapeau, il n'y a pas eu d'emblème de la CEDEAO lors de sa visite. Et même en suivant son discours, on sentait en lui des gênes. Parce que c'est pourquoi il était venu, il ne l'a pas obtenu auprès du président Assimi. Et là, c'est une occasion pour dire que la conquête de la souveraineté malienne s'est imposée par rapport à la vision du président sénégalais. Parce que pour lui, il fallait venir discuter avec nous et nous faire revenir dans la CEDEAO. Mais on l'a fait comprendre que nous, le Mali, il n'y a pas une question de revenir en arrière. La moisson a été infructueuse à ce niveau. Tout à fait, parce que quand tu le vois, tu sens qu'il n'était pas dans son assiette normale. Parce que pour lui, c'était de venir nous rencontrer et discuter. Et même d'un point de vue diplomatique, le scouting a été arrêté au moment où Sonko avait prévu de venir au Mali. Or, c'est le président qui a rendu visite aux autres pays de la Sauf qu'aucun communiqué officiel quand même n'annonçait cette arrivée de Sonko. C'était les rumeurs qui alimentaient les rumeurs, oui, tout à fait. Voilà. Même la décision de venir au Mali, pour moi, a été un peu une décision à la va-vite. Ce n'était pas une décision où on avait moins une semaine ou un mois d'information. D'accord. Sidibé, c'est finalement Diomaye Faye en personne qui est venu en lieu et place de Ousmane Sonko, comme l'annonçait une certaine rumeur publique. Comme vous l'avez si bien dit, c'était des rumeurs. Mais finalement, c'est le président fraîchement élu de la République serbe du Sénégal qui a effectué le déplacement. Une visite éclair bien évidemment, mais ça lui a permis en tout cas, comme il l'a placé de ces déplacements dans le cadre d'un déplacement de salutation et aussi de travail avec les pays de l'AES, notamment en l'occurrence le Mali. Le Mali et le Sénégal, c'est quand même 419 kilomètres de frontières, sinon la petite à l'international. Et le Mali est aussi réellement le premier, en tout cas, client, en tout cas des exportations à peu près de 20% sénégalaises. Donc il ne pouvait pas s'en penser ou il ne pouvait pas laisser les rumeurs persister d'un éventuel déplacement du Premier ministre qui n'était pas en réalité du goût de beaucoup de Maliens, qui le mettaient dans un contexte qui ne reflétait réellement pas le respect mutuel et tout ce que nous passons présentement, où on pense du pays au niveau international. Mais ce qui est important, c'est que le président Diomaye Faye est fraîchement élu et il n'est pas au parfum en réalité de la situation qui prévaut entre les pays de l'AES, évidemment, et de la CEDEAO. Je pense que c'était une occasion pour lui de discuter tête à tête avec ces différents présidents, en l'occurrence celui le nôtre et celui du Burkina Faso, comprendre les positions des uns et des autres, des différentes composantes en tout cas de la CEDEAO pour en réalité en tirer une leçon à son niveau. Comme il l'a si bien dit, je pense qu'on aura l'opportunité de décortiquer aussi son discours. Justement. Moi je pense que c'est une très bonne chose et que ce n'est que
partie remise, même si j'ai voulu quand même que cela se fasse comme il a su le faire dans les autres pays, donner suffisamment de temps, discuter. Même si cela a été fait, moi je pense qu'il a fait les déplacements du Mali et du Burkina dans des conditions à la va-vite. Je ne sais pas ce qui a motivé ça, mais je pense que le Mali et le Sénégal, nous sommes historiquement liés et nous sommes commercialement aussi liés. Ce n'est que partie remise. Le Mali n'est pas négligent au niveau, en tout cas, de la balance commerciale, en tout cas du Sénégal. Soumano, au constat, le Mali a été finalement le dernier pays frontalier au Sénégal à être finalement visité par Diomaye Faye. Mieux vaut tard que jamais. Alors, déjà, il faut dire que mieux vaut tard que jamais. Oui. Moi, je suis très content parce que je me sens sénégalais dans la mesure où il y a 20 ans, j'étais encore étudiant là-bas, donc j'ai été président des étudiants. Je connais un peu la mentalité. Ce qu'il faut noter, c'est que les rumeurs qui disaient que Sonko qui allait faire le déplacement, moi, je pense que vu la configuration de notre pays, l'histoire qui nous lit, c'était compliqué. Enfin, moi, je n'allais pas en tout cas croire au fait que c'est le Premier ministre qui viendrait avant le président. Et dans le fait que le président soit venu, c'est une symbolique, c'est important. Autre chose qu'il faut noter, c'est que c'est un jeune président fraîchement élu qui vient retrouver un de ses aînés qui aujourd'hui l'inspire. Il a dit, il a salué de façon, je dirais, de façon officielle la bravoure du colonel Assimi Goïta. Et ce qui est important également, c'est que ces deux pays aujourd'hui qui se sont retirés ensemble de la CEDEAO et qui sont, de mon point de vue, retrouvent le Sénégal dans l'UEMOA. Donc, il a visité ces deux pays. Peut-être qu'il aurait dû ajouter le Niger, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de dire qu'il est resté au Mali 4 heures, que c'est clair, mais il est allé au même jour au Burkina, donc c'est important. Il a visité les deux pays de l'AES qui sont en même temps avec le Sénégal au niveau de l'UEMOA. Ce qu'il faut noter également, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a tenu à clarifier sa position. Il dit qu'il n'est mandaté par aucune instance. C'est important qu'il ne vienne pas en tant que médiateur. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de discussion sur la question de la CEDEAO, notamment sur le retrait des trois pays, mais il a quand même respecté la position du Mali. C'est important. Donc je pense que le colonel Assimi a su imposer sa vision. Il a dit un mot qui est important en matière de diplomatie, quand on dit la bravoure. Et je crois que ça, c'est à notre avantage. En tant que Malien, on doit être fier. Et autre chose que je voudrais dire, le fait de dire qu'il faille travailler au renforcement de la coopération au niveau sous-régional, au niveau régional et même au niveau mondial, de mon point de vue, ça c'est clair. En matière de diplomatie, cela n'est pas, c'est pas condamnable en fait. Tout le monde sait qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. Et vous savez, aujourd'hui, la diaspora malienne au Sénégal n'est pas non négligeable. Il y a beaucoup de Maliens qui vivent au Sénégal, qui ne sont pas forcément des binationaux, qui ont gardé leur nationalité malienne et qui font des affaires, surtout au niveau des opérateurs économiques. Et donc, lorsqu'il parle également de renforcement de la coopération bilatérale, pour moi, c'est vrai, on ne va que renforcer. Déjà, les Maliens et les Sénégalais, on est très liés. La preuve, si vous venez dans le secteur justement de la culture, la plupart des tailleurs au Mali qui font fortune, c'est des Sénégalais. De l'autre côté, la plupart des Maliens qui sont au Sénégal aussi sont dans le monde économique. Donc je pense qu'on ne peut véritablement que se retrouver. Donc moi je suis content et ça ne m'étonne pas parce que le Mali a été représenté à la cérémonie d'investiture, quoique pas le président de l'Assemblée, mais c'est normal que le président vienne aussi montrer sa solidarité au peuple malien. Sauf que pratiquement le Mali a quand même été le dernier pays frontalier au Sénégal à être en tout cas visité. Oui. Est-ce que ce symbole-là, comment vous l'analysez? Alors, je l'analyse pourquoi? Parce que quand vous regardez le niveau de représentativité, diplomatiquement, je fais une analyse diplomatique, vous allez voir que les pays qui ont été les premiers visités, c'est les chefs d'État de ces pays qui se sont déplacés. Ensuite, voilà pourquoi il y a une priorité. On peut comprendre sur le plan diplomatique, mais cela n'empêche pas qu'au niveau du Sénégal, ils pouvaient prioriser le Mali. Ça c'est leur choix. Mais moi, je regarde l'analyse du fait que quels ont été les pays qui ont été visités en premier.
il faut aussi répondre par là que c'est des pays dont les présidents se sont déplacés. C'est pourquoi le Ghana, la Guinée-Bissau, etc. ont été les tout premiers pays à être visités. Maintenant, la Côte d'Ivoire, c'était le vice-président. Donc on comprend, sur le plan présidence également, le vice-président. Mais le Mali, on a été représenté par le président de l'Assemblée, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ça a permis au colonel Assimi et au colonel Diao de pouvoir parler un peu avec la communauté malienne et puis de comprendre un peu comment ça se passe. Moi, je pense que de mon point de vue, mieux vaut tard que jamais, ça a été fait. Il faut saluer cette visite-là. Dia, est-ce que c'est trop mesquin de ma part de m'attarder sur cette question, par exemple, le fait que le Mali soit le dernier pays frontalier au Sénégal, en tout cas à être enregistré dans le carnet de visite de Diomaye Faye. Est-ce que cela en dit un peu long sur la chaleur des relations diplomatiques entre les deux pays? Bon, vous savez, c'est une question d'interprétation. Moi, je peux dire que, par exemple, il faut mettre le plus difficile, le plus important en dernière position. Ça, c'est aussi un angle de vue. Mais il ne pouvait en être autrement. Sans commenter les rumeurs, le président Diomaye Faye est venu en personne. Je pense que c'est déjà le plus important. Et donc, moi, je mets ça dans deux cas de figure. D'abord, la figure diplomatique et puis la figure économique. Oui. Avant d'être pays frontalier, le Mali et le Sénégal avaient formé un seul pays, une république. Une fédération. Une fédération, on va dire. Et donc, le Mali est hyper stratégique pour le Sénégal. Et aussi le Burkina. Vous savez que l'UEMOA a financé et construit une route uniquement pour la desserte du port à travers le Mali pour le Burkina. Et donc, c'est économiquement très, très stratégique pour le Sénégal. Et voilà pourquoi peut-être ça peut s'expliquer la visite au Mali et puis à Ouagadougou, au Burkina. Moi, je ne le mets pas dans le cadre de l'AES. Mais peut-être qu'ils ont parlé dans les coulisses ou sur la table, entre autres questions, d'ordre du jour, de la question de l'AES. Mais je pense que ce n'est pas ce qui a motivé cette visite. C'est d'abord des partenaires stratégiques et le président a le plus grand intérêt à venir discuter avec ces deux pays-là. Et c'est pour cela que je dis peut-être qu'il a réservé le gros morceau à la dernière phase. D'accord. Et avant Diomaye Faye, vous savez, il y a quelques semaines, je crois, c'est le ministre sénégalais qui est venu ici pour négocier 250 000 têtes de moutons avec les éleveurs du Mali pour la campagne de la Tabaski. Et donc, c'est pour cela que je dis que je vais le mettre dans le cadre de l'option économique. Oui. Et donc, si le président vient, il va diplomatiquement parler de la relation entre les deux pays, mais économiquement, peut-être c'est ce qu'il a amené aussi au Burkina, des intérêts économiques du Sénégal qui sont sauvegardés dans les deux pays. Maintenant, CEDEAO, tout ça, c'est des questions, on peut en parler dans les commentaires, justement. Mais je pense que le plus gros, c'était pour moi non seulement économique, mais aussi diplomatique. Touré, est-ce qu'on ne peut pas finalement dire que cette visite aussi a été une visite de toutes les clarifications, hein? Elle a quand même eu le mérite d'avoir carrément la position tranchée des uns et des autres. Le Sénégal qui a donné sa position par rapport à une éventuelle participation, si vous voulez, à l'AES, et le Mali qui a certainement une position rigide vis-à-vis d'une possibilité de retour au sein de la CEDEAO. Une visite de toutes les clarifications sur ces deux points? Oui, concernant sa visite, on peut dire que c'est, comme je l'avais dit au départ, c'est une visite hautement stratégique, politique, communicationnelle et informationnelle. Parce que le président Diomaye a profité de l'occasion pour éclaircir de façon directe les griefs qu'on lui a affectés. Par exemple, quant à être un défenseur ou un mandataire d'une personne ou de la CEDEAO, il a dit clairement que lui, il n'a pas été mandaté. Et la question est-ce qu'il faut adhérer à l'AES ou pas? Bon, ici, les réponses sont claires et précises. Mais c'est des réponses pleines d'ambiguïté. Et il a quand même dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais en réalité, connaissant le parcours de Diomaye avant d'être président et le parcours du Mali et de l'AES, l'AES et le Sénégal se rejoignent dans leur dynamique de rupture totale avec la dépendance coloniale. Donc les deux avaient la même politique, mais il y a eu un changement. Est-ce, avant son investiture, les deux, comme je l'ai dit au départ, les conditions qui les ont amenés à être libérés, à être réinvestis des pouvoirs publics? Est-ce c'est les visites avec les chefs d'État, entre autres, qui l'ont poussé à changer de vision? Sinon, au départ,
l'AES et le Sénégal. Les Africains ont nourri plein d'espoir pour que le Sénégal puisse intégrer l'AES. C'est comme dit, la montagne n'a pas couché sur mer, il y a eu une déception quelque part. On ne sait pas pourquoi, mais au moins, on partage certains points de vue. L'indépendance militaire avec le récent discours de Sonko, qui certainement va demander le départ des forces étrangères, le rejet du franc CFA. Mais en réalité, on ne peut rien faire sans l'Union. Et l'AES aussi, je sais qu'à mon avis, je les conseille plutôt de continuer leur dynamique sans le Sénégal. Parce que le Sénégal ne va pas adhérer. Et le Sénégal a une vision stratégique de la CEDEAO. Le Sénégal pense qu'il peut être un déclencheur ou bien un mobilisateur de la réforme. Or, la réforme de la CEDEAO n'est pas du tout facile à ce jour. Sidibé, une position clarifiée, hein? Le Mali qui a une position totalement rigide mais pas inflexible. Ce sont les mots du président Diomaye Faye, hein, quant à la possibilité du retour des pays de l'AES à la CEDEAO. Absolument. S'il parle de notre position qui est rigide par rapport à... Mais pas inflexible. Inflexible, c'est le français. Souple et élastique, ça veut dire que comme il l'a si bien dit, qu'il y a des fenêtres de négociation, que les rideaux ne sont pas tirés. Ça prouve à suffisance qu'il y a des possibilités de discuter. L'espoir est encore permis. Il y a de l'espoir. Moi, j'ai aimé son discours, un discours plein de sens. Moi, je suis partisan de l'intégration africaine et cela ne saurait se faire dans la division. C'est pourquoi il a tenu à clarifier sa position en y ajoutant que ce n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est clair, c'est un président démocratiquement élu par un peuple qui a ses réalités, qui a ses aspirations, qui, à mon sens, travaille aujourd'hui à ce que les premières solutions apportées, que ce soit des solutions, des mots qui minent en tout cas la société sénégalaise. Deuxième élément, il a parlé de la rigidité, en tout cas de la position malienne. D'aucuns ne sont pas pour cette pensée-là, d'autres sont pour. Mais en ce qui lui concerne et en ce qui concerne son discours, c'est très clair. Ils ne sont pas partants pour une autre alliance, en l'occurrence l'AES. Il est plutôt pour une reconsidération des positions de la CEDEAO et des États de l'AES pour que cette unité puisse se construire. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui, dans la division, ont leurs intérêts, qui, dans la division, ont aussi la possibilité, en tout cas, d'avoir certaines opportunités. Si nous sommes pour une Afrique souveraine, si nous sommes pour une Afrique indépendante au vrai sens du terme et sous tous ces pans, nous devrions œuvrer en tout cas à l'intégration africaine. Donc un discours qui a coupé court en tout cas à toutes les rumeurs par-ci par-là de l'éventuelle intégration du Sénégal dans l'AES. Moi je ne pense pas, très honnêtement, que ce soit aujourd'hui ou demain que le Sénégal va intégrer l'AES. Nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même peuple et nous n'avons même pas la même manière de gérer nos peuples. Nous n'avons même pas la même culture démocratique en réalité. Donc moi j'ai aimé, apprécier et soutenir le discours au vrai sens du terme et moi je souhaiterais qu'il persévère pour que des issues de rapprochement puissent être trouvées et pour que la CEDEAO soit certes réformée, qu'elle réponde aux aspirations, qu'elle soit une CEDEAO des peuples, mais en réalité que nous restons unis ensemble pour tirer notre Afrique vers le haut. Soumano, à entendre le président sénégalais Diomaye, entre le couple CEDEAO-AES, ça y est, le divorce est consommé, même s'il l'a dit à demi-mot. Hein? Bon, vous savez, diplomatiquement, on peut faire des déductions. Oui. Mais tant qu'il n'y a pas une décision finale, je crois qu'on ne peut pas se hasarder à avoir une position tranchée d'après lui-même. Moi, ce que je veux dire, concernant d'abord la première question, relative au fait qu'est-ce que le Sénégal viendra un jour à l'AES, de mon point de vue, je pense qu'il appartient au peuple sénégalais de prendre cette décision. Et Diomaye ne peut pas tout de suite, c'était même pas avisé. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà, hein? Donc c'est pas conseillé dans ce genre de tribune qui se prononce. Il faut noter que le Sénégal prône plutôt une réforme au sein de l'AES. Justement parce qu'on peut avoir une position quand on est à la conquête du pouvoir, mais dès qu'on a les réalités de pouvoir, les choses changent.
Et moi, je suis d'accord. Vous savez, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, ont quelque part leur talon d'Achille. Donc prenons même l'organisation l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Depuis combien d'années on est en train de parler de la réforme, ne serait-ce que le Conseil de sécurité aujourd'hui? On ne comprend pas que, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité, l'Afrique n'est pas encore un siège permanent au niveau du Conseil de sécurité, ou d'autres pays émergents en Europe, par exemple, comme l'Allemagne, qui ne soient pas aussi dans le Conseil de sécurité. Donc, ça, c'est des questions qui se posent avec pertinence. Et malheureusement, on n'a toujours pas apporté une solution idoine. Mais ça n'empêche pas ces organisations de fonctionner et de prendre en compte véritablement cette bipolarité. Maintenant, par rapport au discours, pour moi, le discours, sur le plan diplomatique, je le comprends parfaitement parce qu'un diplomate se prononce en laissant toujours des substances d'ambiguïté. Ça, c'est important. Maintenant, il appartient maintenant à ceux qui doivent décortiquer de pouvoir comprendre qu'est-ce que X ou Y voudrait dire par cela. Et quand il parle de la position du Mali, vous savez, aujourd'hui, quand on voit l'évolution des choses, de mon point de vue, la question de l'AES va être une réalité. Ça, c'est mon analyse personnelle. Déjà, il y a des experts qui se réunissent pour pouvoir véritablement donner corps à des futures instances, soit confédérales ou en tout cas qui seront là pour véritablement permettre la mise en œuvre réelle de cette vision-là. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose aussi, vous allez voir que de plus en plus, la notion de l'AES a droit de citer. Et quand vous dites, est-ce qu'il y a un divorce? L'AES, dans son schéma actuel, et la CEDEAO, ce ne sont pas des concurrents. Est-ce qu'un remariage est encore possible? Bon, quand le président Diomaye dit non inflexible, rigide mais non inflexible, ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que jusqu'au mois de janvier 2025, on a encore la possibilité de retourner. Mais cette décision appartient encore une fois à nos autorités. Nous, on est là, on peut canaliser. Maintenant, je suis de ceux-là qui prônent effectivement comment on appelle l'intégration. Je suis de ceux-là qui estiment que quand on est fort en 3, on est encore plus fort à 15. Ça, je pense là. Mais quand, à un moment donné, les autorités prennent une décision, en tant que bon citoyen, de mon point de vue, il est important d'être solidaire, de pouvoir aller dans le sens de la concrétisation de cette vision prise par nos autorités. Parce que c'est elles qui ont la chance aujourd'hui de parler au nom du Mali et de parler au nom des peuples. Et donc, si cette décision est prise, j'estime que cette décision a été prise sur la base véritablement d'analyse pertinente des éléments que nous, forcément, nous n'en avons pas. Et c'est ce qui aussi a amené peut-être ceux qui pensaient que dès qu'on viendrait, on discute et puis ça y est, on va infléchir les positions. On a compris qu'il y a des éléments tangibles sur lesquels se sont fondées véritablement ces différentes autorités pour pouvoir prendre la décision de quitter non seulement la CEDEAO, mais de créer l'AES. Déjà, les positions sont tranchées de part et d'autre. L'AES ne va pas faire une marche en arrière et aussi le Sénégal n'est pas chaud pour les rejoindre, comme pouvait en tout cas suggérer une certaine opinion. Bon, moi je pense que le divorce est consommé. C'est le point de non-retour entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Sauf que maintenant, tout ce qui peut... Qu'est-ce qui peut en être maintenant? C'est des relations bilatérales ou multilatérales. Et c'est ce qu'on a dit à la création de l'AES. Il y aura des négociations bilatérales ou multilatérales entre les pays de l'AES, ou individuellement ou en communauté, et les autres pays de la CEDEAO, parce que les intérêts sont liés. Ça, c'est du point de vue global. Voilà pourquoi peut-être qu'il n'a pas fait Mali, Burkina, Niger. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas l'AES qui était vraiment dans l'axe central de sa visite. Donc il est venu pour des négociations ou des partenariats entre ces deux pays-là. Maintenant, sur la question de l'AES, ce n'est pas isolément que ces pays-là se sont retirés. Le Mali, par exemple, n'est pas sorti individuellement de la CEDEAO. Autrement, sur ce chapitre, on connaît dans l'histoire des pays qui ont quitté des regroupements. Le Maroc, par exemple, a quitté l'OUA, l'Union africaine, des années durant. Le Zaïre aussi, à l'époque, a quitté l'OUA, mais ils sont revenus. Maintenant, sauf que ces deux pays-là ont mis leur intérêt dans un autre regroupement, dans une autre alliance qui s'appelle AES.
et où ils sentent que leurs intérêts seront sauvegardés ou pris en compte. Et ça, ce n'est pas anodin. On ne va pas du jour au lendemain faire marche arrière. Autrement, ça veut dire qu'on a pris la décision à tue-tête. Et ce n'est pas le cas. Et donc, les deux pays, les deux entités vont continuer, mais aussi négocier individuellement ou par regroupement diverses alliances. Mais on ne sera pas surpris aussi que d'autres pays rejoignent l'AES. Ça, ce n'est pas à exclure. Mais pour le moment, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Pour le retour des pays de l'AES à la CEDEAO, ou peut-être qu'un des pays, en tout cas particulièrement le Sénégal, à ce stade rejoint l'AES. Parce qu'il y a diverses conditions que les trois pays, Mali, Niger, Burkina, ont satisfait à la création de l'AES. Pour le moment, le Sénégal n'est pas prêt à adhérer à ces actions, notamment la rupture avec la puissance colonisatrice. Pour le moment, je ne vois pas le Sénégal aller à cela. Bon, pour le reste, on peut mettre ça au compte de la tergiversation, l'inexpérience du jeune président. Peut-être qu'il va se corriger au fur et à mesure. Il peut bien tenter quelque chose, mais pour le moment, je pense que dans l'autre sens, dans l'AES, ce n'est pas à l'ordre du jour. Deuxième thème de l'émission, la semaine dernière, le M5 RFP du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a rendu public un mémorandum dans lequel on peut constater que les membres de ce mouvement qui a eu raison du régime IBK, les responsables de ce mouvement n'ont pas porté de gants pour apostropher en tout cas l'attitude de leurs partenaires réunis au sein du CNSP. Il s'agit des colonels aussi qui ont pris le pouvoir en 2020, qui ont en tout cas un partenariat avec le M5 RP dans le cadre de la gestion de la transition. Le M5 RP, docteur, visiblement mécontent de l'attitude de son partenaire. Oui, est-ce qu'on peut quand même lire entre les lignes de ce mémorandum, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Le mémorandum, la première lecture qu'on s'est fait du mémorandum, ça annonce un divorce possible. C'est-à-dire qu'il y a eu des greffes, des mécontentements. Et aussi, le mémorandum répond à des greffes concernant les victimes de juillet. Le mémorandum dénonce les comportements, les malaises au sein de l'appareil gouvernemental. Le JEP solidaire entre les différents acteurs qui met mal à l'aise la population malienne. Et aussi les difficultés qui s'ajoutent à ce jour. Est-ce que ce mémorandum peut, entre autres, entamer la bonne relation qui existe? Moi, à mon avis, c'est un mémorandum. On peut le placer dans un cadre d'une communication informationnelle. Et puis, ce n'est qu'une activité politique. Et aussi, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mémorandum qui a été parrainé par le M5 à l'occasion de la rectification? C'est que les attentes n'ont pas été comblées, si on lit bien le mémorandum. Et aussi, il y a un malaise au niveau de M5 par rapport à l'action gouvernementale. Et ils pensent que les acteurs gouvernementaux entre eux ne sont pas solidaires. Il y a plutôt un jeu de concurrence, un jeu peu solitaire entre les institutions. Maintenant, au-delà de tout ça, quel est le message qu'on peut retenir? Le message qu'on peut retenir, ce n'est que le référendum informe l'opinion nationale et prend l'opinion à témoin. Le référendum aussi, le mémorandum met à témoin l'opinion. Et le mémorandum, dans sa première lecture, peut annoncer un divorce. Mais au-delà de tout ça, le mémorandum souligne la continuité de l'action gouvernementale, un soutien clair au Premier ministre, et aussi en demandant plus d'implication du Premier ministre dans l'appareil gouvernemental. D'accord. Sidibé, sur ce mémorandum publié par le M5 RFP de Dr Choguel Kokala Maïga. Bon, un mémorandum révélateur, en tout cas, du malaise qui puisse exister au haut sommet de l'État. Un mémorandum qui n'est pas du tout surprenant pour celui qui sait les conditions dans lesquelles ce mouvement a été créé, un mouvement hétérogène, pour demander ou travailler à mettre fin au régime IBK sans une réelle vision. Maintenant, dans ce mémorandum, ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé du dialogue intermalien,
des officiers dont colonels. certaines conclusions ne sont pas partagées par justement les M5 RFP. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ils ont parlé aussi de la volonté de ceux qui ont organisé les dialogues. Parce que c'est des recommandations. Il faut que les gens comprennent cela, à ceux qui passent des grades colonels pour se retrouver généraux. Ils parlent de la candidature de Assimi et beaucoup d'autres choses. Ils se sont dissociés à toutes ces recommandations-là. Mais la réalité est que il y a le Premier ministre, il y a ses prérogatives, il y a les raisons aussi qui ont motivé les choix du Premier ministre. Toutes ces raisons-là sont différentes. Je me souviens encore, lors d'un discours à la présidence, le président du comité stratégique d'alors, Dr Shogel Kokala Maïga, avait demandé la tenue des élections en date, avec un programme aussi, effectivement, qui a conduit le mouvement du M5 RFP, qui est notamment les 10 points, les 10 mesures. Et par la suite, il a présenté un PAG au niveau du CNT. On était sous la première phase de la transition, n'est-ce pas? Effectivement, je suis en train de faire l'historique, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé Premier ministre et les raisons qui ont motivé son choix. Difficilement, nous pourrions penser qu'on aura un Premier ministre avec ses prérogatives. C'est un choix motivé par des rôles qui sont connus par les jeunes officiers, par les 5 colonels. Peut-être que lui, il revendique aujourd'hui ses prérogatives, il pense qu'il y a empiètement, mais aujourd'hui, il faut interroger les raisons qui ont motivé les choix de ces premiers ministres, présidents du comité stratégique d'alors. Parce que moi, à mon avis, soit vous êtes d'accord comment les choses se passent, soit il y a une deuxième alternative qui consiste, même si la nouvelle constitution ne prévoit pas, de trouver les moyens quand même de rendre l'établier. Maintenant, il ne faut pas se mettre avec des gens pour organiser des assises nationales de la refondation, trouver des technicités, prolonger la transition, rester mieux par rapport à ça. Et par la suite, les difficultés rencontrées dans l'exercice de la fonction ou de son occupation de la station primatoriale, que cela ne soit pas des sujets qui sont possibles d'être discutés directement avec le président au lieu de faire un mémorandum. Mais la réalité est que, je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est que le mouvement M5 RFP n'avait pas de vision. Le mouvement M5 RFP avait un seul objectif, c'est de démettre le président Ibrahim Boubacar Keïta, en tout cas de son fauteuil, et que cela a été fait aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi, depuis que le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a commencé à travailler au niveau de la station primatoriale, il y a eu M5 RFP version Malikroa. Et après le remaniement, il y a eu M5 RFP dirigé, je crois, par l'ancien ministre Oumar Diarra. C'est ce qui explique à suffisance dans les mécanismes même qui conduisent le mode de fonctionnement, la vision et tout ce qui s'ensuit en tout cas par rapport à ce mouvement. Soumano, sur la forme et la tonalité des messages contenus dans ce mémorandum. Alors déjà, la semaine passée, je m'étais réservé de parler parce que je disais effectivement qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour me permettre de me prononcer en tant que quelqu'un d'avisé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a assez d'éléments qui peuvent nous permettre de porter un jugement. Premièrement, le fait qu'on a embastillé, qu'on a mis sous mandat de dépôt le rédacteur ou le signateur, si je dois dire, de ce mémorandum, voudrait dire déjà que le document en soi était inapproprié, inadéquat et inopportun à cette période-là. Ça, c'est clair. Parce que, qu'est-ce qu'on reproche au signateur? C'est qu'il y a atteinte au crédit de l'État, mais également il y a, en tout cas, incitation, je pense, d'après le mot même de procureur, à la violence. Donc, il y a outrage à magistrat. Outrage à magistrat. Et donc, face à cela, on comprend également la réaction de M5 RFP version Oumar Diarra, qui a tenté de remettre les choses dans le contexte en disant que c'est assimilable véritablement à une espèce de désolidarisation de la part, en tout cas du premier responsable de M5 RFP, qui aujourd'hui a les réalités de pouvoir. Donc voilà pourquoi je me dis que nous avons assez d'éléments. Maintenant, troisième des choses,
où il y a eu des folles rumeurs, parce que les gens s'attendaient à d'autres types de sanctions qui allaient tomber. Les gens sont restés écouter. Et les rumeurs ont été folles sur les réseaux sociaux où on pensait même à la nomination. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de réaction. Donc à ce niveau-là, on ne peut encore rien dire tant que le dernier mot, celui qui a le dernier mot, qui est le président Assimi, ne puisse poser un acte. Donc il y a deux possibilités. Soit on considère que cela est un incident de parcours, on oublie et on continue. Ça, c'est une possibilité. Soit le colonel Assimi décide de franchir le Rubicon en démettant le Premier ministre actuel et en le remplaçant par un autre Premier ministre qui va avoir certainement le portrait, ou en tout cas qui aura les qualités qu'on n'a certainement pas reconnues chez l'actuel. Parce qu'on lui reproche, à l'actuel, on lui reproche qu'il n'a pas su fédérer l'ensemble de la classe politique. Donc, en ce moment-là, s'il doit... Vous encouragez le PM à se démettre? Non, je ne l'encourage pas. Moi, je fais des hypothèses. Je fais des hypothèses. Je dis, il peut rester... La dernière décision revient à Assimi, mais je suis en train de dire, au cas où le Premier ministre, le président Assimi décide de le démettre, je me dis, logiquement, celui qui va le remplacer doit certainement répondre à ce critère de rassemblement, parce que c'est ça qu'on a toujours reproché à l'actuel. Mais en tous les cas, la décision revient à Assimi. Maintenant, pour ce qui concerne les Maliens, je pense qu'il faudrait désormais que les gens évitent de donner des informations qui ne sont pas réelles. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des choses, oui, telle personne a été reçue pendant 4 heures de temps, X a fait ci, on est en train d'envoyer des communiqués pour la lecture. Donc on crée une espèce de psychose même dans la tête. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Et moi j'ai beaucoup apprécié l'attitude, la posture du colonel Assimi. Parce que juste après tout ça, les choses se sont déroulées normalement. Vous avez vu à toutes les inaugurations, même quand le Premier ministre était à côté du colonel Assimi. Donc ça veut dire que ça c'est un message aussi que les gens doivent... Il y a une symbiose entre les deux hommes? Je ne dirais pas qu'il y a une symbiose, mais pour le moment, Assimi a son timing, Assimi a ça. On ne peut rien lui imposer. C'est un monsieur que je respecte parce qu'il est très avisé. C'est un monsieur que je respecte parce que quand il va agir en toute responsabilité. Comme je l'ai dit, il peut décider de considérer cela comme étant un incident de parcours en disant au Premier ministre actuel, bon voilà, il faut que ce genre de choses évitent, on continue ensemble. Tout comme il peut décider de franchir le Rubicon en allant à son remplaçant. Mais en tous les cas, le dernier mot lui revient. Monsieur Dia, sur ce mémorandum de M5 qui commence à nourrir les débats partout au Mali. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment déplorable. J'abonde un peu dans le sens de mon frère. C'est inopportun et c'est quelque chose qui ne devait jamais arriver. Et dans la forme et dans le contexte. Les Bambara aiment à le dire, on ne s'assoit pas sur une termitière pour critiquer les termites. Si il y a eu une gestion croisée ou commune au sommet de l'État, c'est parce qu'on s'entend. Et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le M5 est un acteur majeur. Sinon, l'acteur principal de la gestion de l'État, plus le CNSP. Sauf que le M5 ne semble rien gérer finalement, au regard de ce communiqué. Je pense que c'est dû au M5 lui-même. En vérité, depuis les événements, il y a eu 3 séparations, 3 divorces dans le M5. Le M5 RFP Malikoura, le M5 de l'imam et puis le M5 qui est resté finalement avec le président du comité stratégique. Et cela, à mon avis, a achevé la confiance des militaires du CNSP à son partenaire du M5. Et finalement, on va même dire que ça a achevé la confiance des militaires aux politiques. Parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même, on dit, comme le dit mon frère Sidibé, un mouvement hétéroclite. Et donc cela ne devait pas arriver à cet instant précis. Autrement, il faut rendre le tablier. Si on ne se reconnaît pas dans tout ça, quand même ils sont comptables. Même si aujourd'hui il y a divorce, on doit pouvoir se réserver sur certains commentaires. Partir sur la pointe des pieds et laisser les choses évoluer normalement. Ça, c'est mon avis. Maintenant, la suite des événements, encore une fois, le président, pour le moment, ne montre aucun visage. Il reste impassible au moment opportun où c'est le Premier ministre lui-même qui va partir, ou bien le président va certainement demander son départ. Donc on l'appréciera au fil des événements qui vont suivre.
Visiblement, hein, le mémorandum a été mal accueilli par la justice malienne, finalement, qui a mis sous mandat de dépôt les signataires du mémorandum. Est-ce que quelque part, vous encouragez, hein, les deux parties à tirer toutes les conséquences de cette situation? Toujours du mémorandum, les conclusions que moi je peux en tirer, c'est qu'il faudrait se rappeler un peu de l'histoire. Il y a eu un partenariat non acté entre le M5 et le CNSP pour la rectification de la transition. Certes, des difficultés ont été surmontées, mais quant à la venue du Premier ministre à la primature, moi je montre plus de sérénité et la même dynamique. Ça semble bien qu'il n'a de répondant que le président de la République, le président de la transition, qui a le dernier mot concernant sa démission ou son maintien. Maintenant, au-delà de tout ça, ça amène au niveau de la population un certain pessimisme. Parce que vu les difficultés, nous aujourd'hui au Mali, on n'a pas besoin de tensions au sein de la transition. Nous prenons plutôt la réconciliation, le dialogue pour faire bas la terre. Vu les difficultés de sécurité qu'on a, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, le problème de chômage, et qu'au niveau au sein de l'appareil étatique, les difficultés persistent, ça décourage un peu les populations. Vu la résilience, surtout la résilience et les sacrifices des populations qui endurent pour que la transition puisse réussir, moi j'ose croire que l'esprit d'union, nous pouvons constater... Comment comprendre l'arrestation du président par intérim du comité stratégique? Du comité stratégique, comme on l'a dit, dans le contenu, il y a eu des manquements que la justice a traités. Donc il ne peut que répondre de cela. Mais est-ce que ce mémorandum entache le Premier ministre? Je dirais non. Parce que comme on l'a dit, c'est le Premier ministre du Mali, non le Premier ministre du M5. Donc il faudrait qu'on fasse la distinction. Le Premier ministre est là pour le Mali, pas pour le M5, il est là pour tout le monde. Maintenant, ce que le M5 fait n'engage que le M5. Parce qu'on ne l'a pas vu jusqu'à présent, c'est désolidariser ou encaisse le mémorandum. Il soutient toujours le président de la transition et il a dit qu'il faut s'unir autour de la candidature au parti du président. Maintenant, dans les relations de personnes, les relations institutionnelles, les difficultés peuvent se jouer. Mais au-delà de tout ça, comme je l'ai dit toujours, il faut prôner l'union et nous osons croire que les décisions que le président de la transition va prendre, c'est des décisions qui continuent toujours dans le redressement de l'État. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de difficultés dans le pays qu'on assiste à des situations qui peuvent, à mon niveau, créer un certain pessimisme au niveau de la société. M5 ou les amis non, CNSP, je parle du M5 et les militaires. Je pense que je l'ai dit aujourd'hui. Comment vous voyez l'issue de cette situation? Bien malin celui qui pourra donner l'issue. Hein. Sauf que une première personne en fait déjà les frais. Ça n'engage que cette personne, c'est son point de vue. Moi, je pense que ce n'est pas un point de vue, il y a un acte qui est posé. Moi, je pense qu'il est bien malin autour de cette table, celui qui pourra nous donner la suite de ces événements. Oui. On peut mettre plusieurs hypothèses sur la table. Mais ce que je retiens personnellement, c'est qu'aujourd'hui, le M5, partenaire du CNSP en 2020, n'a plus la confiance de son partenaire qu'est le CNSP. Maintenant, le sort du Premier ministre dépend uniquement de la volonté de son patron, qui est le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ça, il n'y a même pas à tergiverser autour de cela. Maintenant, le Premier ministre, il a le choix. Parce que quand même, celui qui a été arrêté, c'est un de ses conseillers ou chargés de mission à la primature. Justement. Et son adjoint au comité stratégique. Mais à moins qu'il ne l'abandonne aussi en plein vol. Autrement, il est obligé de l'accompagner. Même si ça fait aujourd'hui l'objet d'un dossier de justice, mais formellement, dans la collaboration au sein du M5, il ne peut pas l'abandonner. Il est peut-être responsable moral de ce mémorandum parce que ça a été signé au nom du M5 RFP et dont il incarne, malgré les tiraillements, quand même la présidente du comité stratégique. Et donc, il a le choix ou d'assumer, parce que je l'ai dit, le mémorandum ne devait pas avoir lieu, ça ne devait pas exister. Donc, ou il assume, il se retire, ou le président peut ne pas garder la confiance, il demande son départ. Parce qu'aujourd'hui, rien ne l'empêche. Avec la nouvelle constitution, c'est le président, on n'a plus besoin de la démission du Premier ministre. Il peut le débarquer. Donc, à mon avis, on est dans cette configuration et les heures qui vont venir nous édifieront davantage. Nous sommes pratiquement
à la fin de cette émission, mais 30 secondes chacun. Hein, nous apprenons que des Maliens établis à l'extérieur ont décidé de mettre en place un gouvernement parallèle, également un parlement parallèle pour effectivement gérer la transition comme ils le disent déjà. Commentaire 30 secondes. Par rapport à ce gouvernement, c'est plutôt le caractère territorial utopique, irréaliste et inopportun. Parce qu'on ne peut pas diriger au-delà. Mais en réalité, ce que je conseillerais plutôt à ces gouvernements d'exil, c'est de venir au Mali et de rebattre les cartes et nous amener un projet de société auquel nous allons adhérer s'ils veulent avoir la conquête du pouvoir. Donc c'est un gouvernement théâtral, utopique et vraiment irréaliste, à mon avis. Merci. Commentaire sur cette initiative de ces Maliens établis, en tout cas des Maliens qui se réclament exilés aujourd'hui, qui ont décidé de mettre en place un gouvernement parallèle et un parlement parallèle, histoire de mieux conduire la transition que celle des autorités de l'intérieur. Bon, il est important quand même de préciser que c'est le terrain qui commande. Aujourd'hui, s'exiler d'abord, c'est se donner, c'est-à-dire peu de chance pour pouvoir même mener les combats à fort Vous condamnez déjà cette initiative? Bon, ce qui est sûr, c'est un dossier qui est au niveau de la justice. Nous attendons l'épilogue et je pense quand même que ce que j'ai dit, c'est le terrain qui commande. Et on ne peut se battre que si on est sur le terrain, quoi. Voilà. Soumano, sur cette question. Moi, je reste derrière les textes. Vous savez, il y a des textes. Ce n'est quand même pas une première au monde. Hein? Oui, je dis il y a des textes au Mali qui condamnent. Le juge anti-cybercriminalité avait fait déjà une mise en garde et il a indiqué les articles du code pénal ou en tout cas du code cybercriminalité qui condamnent. Donc moi j'appelle les uns les autres de respecter justement en tout cas les textes maliens. Si se veut le malien, de rester derrière les textes. Et comme on l'a dit, la manière d'avoir un pouvoir, c'est connu. La Constitution le prévoit, c'est de venir passer par la voie des urnes et de briguer la magistrature, maintenant de mettre en place un gouvernement et le Parlement. Donc, moi, je conseillerais cette voie qui est la plus royale pour tous les Maliens. Monsieur Dia, comment le mouvement Katanaye se positionne vis-à-vis de cette initiative de ces Maliens exilés? Vous avez dit déjà les Maliens établis à l'extérieur. Moi, je vais y mettre un bémol. C'est des Maliens en exil, hein, pour être plus précis. C'est des Maliens, mais ce n'est pas les Maliens. Bien entendu. C'est différent. Donc moi, je mets un bémol à ce niveau. Il y a certains qui ont jugé utile d'emprunter ce chemin. Pour moi, c'est caduc. Ça, c'est des choses qu'on a vues du temps des mouvements d'indépendance ou de libération dans le temps qui ont vécu. Et la situation au Mali ne demande pas ça. C'est juste des questions de vue. Il faut venir avec sa population, participer vraiment à la résilience et donner son point de vue. Surtout qu'on vient de clôturer aujourd'hui le dialogue intermalien où les portes étaient ouvertes. On a fait appel à tout le monde. Bon, pour moi, cette histoire de gouvernement parallèle, de parlement, de Sisi, c'est de pure fantaisie. Mais quand même, il y a un dossier judiciaire qui est en cours et on s'en tient à ça. On attend de voir finalement ce que ça va donner. Nous sommes malheureusement au terme des débats de cette émission. Regard spécial, regard croisé spécial tenu ici au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ dans le cadre bien sûr de la 3e édition du Salon des médias, édition placée sous le sceau de la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Nos invités étaient donc Dr Mamoudou Touré, il est spécialiste en sciences politiques, Cheikh Oumar Soumano, coordinateur du Baromètre, non président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Akatanaye, et Modi Tchemogo Sidibé, il est du parti Yelema et président
du MOGEP. Encore une fois, nous faisons un clin d'œil à tous nos confrères de la sous-région qui ont effectué le déplacement pour participer et entièrement à cette troisième édition du Salon des médias. Je fais clin d'œil à notre confrère Mohamed Ali Koné de la Guinée et au revoir à notre édition du Salon des médias. Vivement donc la 4e édition du Salon des médias. Au revoir.